Derrière le calme d'un visage que le public croyait connaître par cœur, un récit plus bouleversant commence à émerger. Elle ne se plaignait jamais. Cette phrase, répétée par ses proches, suffit à faire naître le trouble, l'émotion et une foule de questions. Car lorsque le silence entoure une grande figure comme Natalie Baye, le moindre mot prend une force immense. Ce qui se dessine ici n'est pas une simple confidence, mais un témoignage qui frappe, qui intrigue et qui secoue bien au-delà du cercle intime. Une histoire discrète en apparence, mais dont l'écho, lui, est profondément saisissant. Et peu à peu, derrière cette phrase si simple, presque murmurée, un autre visage apparaît. Non pas celui, figé, des hommages officiels, mais celui qu'ont connu les proches, dans l'intimité, dans ces instants où les mots comptent moins que les regards, où la présence devient une manière d'aimer. Atteinte d'une maladie neurodégénérative, Natalie Baye a traversé cette épreuve comme elle avait traversé tant de choses dans sa vie. Sans se mettre au centre de la douleur, sans chercher à attirer la pitié, avec une retenue qui forçait le respect. Ceux qui l'ont accompagnée racontent une femme demeurée digne jusqu'au bout. Une femme qui, même fragilisée, conservait quelque chose d'infiniment droit, d'infiniment vivant. Autour d'elle, il y avait les siens, les visages familiers, la chaleur discrète d'un cercle resserré. Et surtout cette présence essentielle, celle de sa fille Laura Smet, restée à ses côtés dans ces moments où tout devient plus silencieux, plus dense, plus précieux. Il n'y a pas besoin d'en dire trop pour comprendre ce que cela représentait. On imagine les pièces calmes, les gestes devenus plus attentifs, les conversations suspendues, parfois un sourire échangé au milieu de la gravité, comme pour tenir encore un peu à distance ce que personne ne voulait nommer trop fort. Et pourtant, ce qui bouleverse tant dans les récits de ceux qui l'ont aimée, c'est que la tristesse n'efface jamais complètement la lumière qu'elle portait en elle. Nicole Garcia en parle avec une émotion retenue, presque comme si, en prononçant son nom, elle revoyait immédiatement une silhouette en mouvement, un éclat dans le regard, une énergie soudaine. Elle se souvient d'une femme très gaie, d'une femme qui aimait rire, qui cherchait l'amusement, comme si cette légèreté n'avait jamais été un détail de caractère, mais une façon profonde d'habiter le monde. Cette image-là frappe d'autant plus qu'elle contraste avec la gravité des derniers mois. Comme si, même dans l'ombre, persistait encore quelque chose de l'enfant libre qu'elle avait toujours gardé en elle. Alors, les souvenirs affluent, précis, presque cinématographiques. Une plage. Le vent. Et Natalie Baye qui fait la roue, avec cette spontanéité désarmante que l'on n'associe pas toujours aux grandes actrices, comme si la grâce chez elle ne venait pas seulement du talent, mais aussi de cette capacité rare à rester joueuse, à rester légère, à rire pour des bêtises. C'est sans doute cela qui rend son souvenir si vif dans la bouche de ceux qui parlent d'elle. On ne décrit pas seulement une immense comédienne, on voit soudain une femme en mouvement, insaisissable, vivante, presque espiègle. Nicole Garcia n'évoque pas une complicité de circonstances, née de quelques tournages partagés. Ce qu'elle laisse entendre, c'est un lien forgé dans le travail puis prolongé dans la vie, avec cette intensité discrète propre aux vraies amitiés. Le film qu'elles ont fait ensemble a compté profondément pour l'une comme pour l'autre. Il a marqué un passage, ouvert un espace, créé une fidélité. Et dans ce souvenir affleure quelque chose de très touchant. Au-delà du cinéma, au-delà des rôles, Natalie Baye laissait dans le cœur des autres une trace durable, presque intime, comme si la femme rejoignait toujours un peu l'artiste, sans artifice, sans distance. C'est aussi cela qui rend ces témoignages si puissants aujourd'hui. Ils ne cherchent pas à construire une légende, ils font mieux. Ils redonnent chair à une présence. Une voix qui rit, une allure, une façon d'alléger l'atmosphère, une manière de ne jamais se plaindre. Et plus les proches parlent, plus se dessine le portrait d'une femme qui, même confrontée à l'épreuve, n'a pas cessé d'être elle-même. Non pas une héroïne de façade, mais une femme qui tenait debout avec pudeur, entourée d'amour, traversant la fragilité sans renoncer à cette part lumineuse qui la rendait si singulière aux yeux de ceux qui l'approchaient. Et c'est là que le récit bascule vraiment. Parce que, après les images de liberté, après les éclats de rire qui semblaient remplir l'espace autour d'elle, une autre réalité s'est installée, plus lente, plus sourde,
presque irréel au début. La maladie accorde les oui à avancer comme une ombre qui ne dit pas son nom tout de suite, mais qui finit par modifier la lumière de tout ce qu'elle touche. Nicole Garcia l'a raconté avec cette pudeur qui rend les mots encore plus puissants. À un moment, il n'était plus question de plaisanterie. Comme si, peu à peu, quelque chose s'était retiré. Pas brutalement, non. Plutôt comme une musique qui baisse sans qu'on s'en aperçoive d'abord, jusqu'au moment où l'on comprend que le silence a pris la place du refrain. Ce silence, justement, ceux qui l'ont aimé l'ont senti venir. Une énergie moins vive, une fatigue plus présente. Et surtout cette impression déchirante que son rire, ce rire que tous décrivaient comme immédiat, contagieux, presque enfantin, s'éloignait peu à peu. Non pas parce qu'elle cessait d'être elle-même, mais parce que la maladie posait sur elle un voile qu'aucune volonté ne pouvait complètement soulever. C'est peut-être cela qui bouleverse tant dans les témoignages. Il ne parle pas seulement d'une actrice atteinte dans son corps ou dans sa mémoire, il parle d'une lumière qui résistait, même quand l'ombre gagnait du terrain. Thierry Cliffat, lui aussi, était là dans cette traversée. Et à travers ces mots, on voit apparaître une fidélité presque ancienne, presque sacrée. Il ne décrit pas des visites exceptionnelles ni des gestes héroïques destinés à être racontés ensuite. Il parle de quelque chose de plus simple, donc de plus fort. Se voir souvent, marcher ensemble, aller au restaurant, continuer à partager des moments ordinaires alors même que l'épreuve s'installait. C'est peut-être dans cette simplicité que se cache la plus belle forme d'attachement. Rester là. Ne pas fuir ce que la fragilité impose. Continuer d'être présent quand les phrases sont plus courtes, quand les regards disent davantage que les mots. Et au milieu de tout cela, une phrase revient, presque nue, presque impossible à oublier. Elle ne se plaignait jamais. Tout Nathalie Baye semble tenir dans cette retenue. Non pas une manière de nier la souffrance, mais une façon de la traverser sans en faire un spectacle. Elle affrontait, elle avançait, elle tenait. Avec dignité. Le mot pourrait paraître convenu s'il n'était pas répété par ceux qui l'ont vraiment approché dans ces moments-là. Mais ici, il prend un sens concret. On imagine une femme qui ne veut pas alourdir les autres avec sa peine, qui garde cette élégance intérieure jusque dans la lutte, jusque dans l'effacement progressif de ce qui faisait autrefois sa vivacité si évidente. Alors, le témoignage de Thierry Cliffat prend une dimension encore plus intime. Quand il dit qu'elle a changé sa vie, ce n'est pas une formule d'hommage lancée pour la circonstance. On sent au contraire qu'il parle d'une influence profonde, fondatrice, de ces rencontres qui déplacent une existence et laissent une empreinte durable sur l'homme autant que sur le Créateur. Il dit ce qu'elle lui a donné, ce qu'elle lui a appris, comme on parle d'une présence qui vous construit sans bruit. Et dans ces mots reviennent toujours les mêmes éclats, sa générosité, sa lumière, son rire. Cette image de reine des fous rires n'a rien d'anecdotique. Elle devient presque déchirante, justement parce qu'on sait maintenant ce que la maladie a lentement fait taire. Puis il y a ce souvenir final, si simple qu'il en devient insoutenable. La dernière rencontre. Une question murmurée, presque flottante. Depuis quand se connaissait-il ? Il répond. Et elle, dans un sourire qui lui reste aujourd'hui comme une blessure, laisse échapper quelques mots d'une douceur vertigineuse. Comme le temps passe vite. Toute la scène tient dans ce presque rien. Pas de grand discours. Pas de solennité. Juste une phrase brève, suspendue, qui semble contenir à elle seule la conscience du temps, de l'amitié, de ce qui a été partagé, de ce qui glisse entre les doigts sans jamais vraiment disparaître. Et soudain, en entendant cela, on ne voit plus seulement la comédienne admirée, la femme élégante, la présence lumineuse. On voit une intimité saisie au bord du silence, un instant minuscule devenu immense, un sourire qui reste accroché dans la mémoire de ceux qui l'ont vu, s'éloigner sans jamais cesser d'être, au fond, cette femme rare que tous décrivent avec le même mélange d'admiration, de tendresse et d'incrédulité. Et à mesure que les voix se multiplient autour de son souvenir, une autre présence s'impose, plus discrète encore, mais profondément bouleversante, celle de Laura Smet. Dans les récits des proches, il y a cette émotion particulière qui naît lorsqu'on évoque une fille restée là, jusqu'au bout, dans une fidélité silencieuse, presque bouleversante de maîtrise.
Dominique Besnehard, qui a connu Nathalie Baye de si près, parle d'un courage exemplaire. Et ce mot, dans un tel moment, ne ressemble pas à une formule. Il fait surgir des images très concrètes. Une fille qui tient debout quand tout vacille. Une fille qui accompagne, qui protège, qui encaisse l'inacceptable sans se retirer. Une fille qui devient, dans les derniers instants, à la fois présence, force, douceur et refuge. On devine alors une relation encore plus dense que tout ce que le public pouvait imaginer. Non pas une relation racontée pour être vue, mais une proximité vécue dans le secret des jours difficiles, là où chaque geste prend un poids immense. Il y a quelque chose de presque insoutenable dans cette idée que Laura Smet, après avoir déjà traversé d'autres deuils, se retrouve à affronter une nouvelle perte aussi immense. Comme si, en quelques années, le destin lui imposait une maturité de douleur que peu de gens peuvent comprendre. Et pourtant, de ce chagrin, elle n'a laissé sortir que quelques mots, très peu, presque à peine assez pour respirer. Mais quels mots! En disant qu'elle avait perdu la moitié de son cœur, elle n'a pas seulement exprimé une peine. Elle a ouvert l'espace d'une phrase, une brèche dans laquelle chacun a pu mesurer l'ampleur du lien qui l'unissait à sa mère. Autour d'elle, d'autres amis regarderont la fatigue gagner du terrain. Michel Drucker, lui aussi, l'avait revue récemment. Et dans sa voix, on entend moins la surprise que cette tristesse particulière de ceux qui savaient déjà, de ceux qui avaient perçu dans un regard, dans une posture, dans une lassitude inhabituelle, que quelque chose s'éteignait peu à peu. Il raconte l'avoir trouvé très fatigué. C'est une phrase simple, presque retenue, mais qui suffit à faire naître toute une scène. Un dîner, des visages familiers, la conversation qui continue. Et au milieu de ce cadre ordinaire, une présence déjà plus fragile, comme si le corps lui-même disait ce que personne n'osait encore formuler tout à fait. Cette fragilité, le public avait peut-être commencé à l'apercevoir sans vouloir y croire. Lors de sa dernière apparition à la télévision, quelque chose avait changé. Rien d'appuyé, rien de spectaculaire. Seulement cette impression troublante d'une femme dont l'allure demeurait intacte, mais dont l'énergie semblait désormais plus précieuse, plus comptée. On la regardait avec la même admiration, mais il y avait derrière son visage une forme d'épuisement que la caméra ne parvenait plus tout à fait à cacher. Ce n'était pas encore une disparition, pas encore un adieu, mais déjà une distance. Comme si elle était là, et en même temps un peu ailleurs, retenue par un effort que seuls les plus attentifs pouvaient deviner. Même ses engagements publics avaient commencé à se raréfier. L'annulation de sa venue à un événement caritatif dont elle était la marraine avait laissé entrevoir, sans tout révéler, que la santé ne permettait plus de tenir le rythme. Une hospitalisation, un retrait forcé, des explications sobres, rien de plus. Toujours cette même pudeur, toujours cette manière de ne pas transformer l'épreuve en déclaration. Et c'est peut-être cela aussi qui sert aujourd'hui le cœur de ceux qui repensent à ces signes. Tout était là, mais sans bruit. Tout avancé, mais sans mise en scène. Puis vient le moment où la ville elle-même semble appelée à ralentir pour laisser place au recueillement. Une église à Paris. Des proches. Des visages fermés, certains déjà rougis par les larmes, d'autres comme figés dans cette stupeur calme que provoquent les départs, que l'on redoutait sans jamais s'y préparer vraiment. Et après cela, l'intimité. Pas de vaste théâtre pour le chagrin, pas de grande démonstration. Juste ce cercle resserré où l'on accompagne une dernière fois une femme qui, jusqu'au bout, aura été entourée avec amour. Et au milieu de cette peine collective, une image demeure plus forte que toutes les autres. Celle de Laura, avançant dans cette épreuve avec une force presque irréelle, alors même que tout, intérieurement, devait se briser en elle. C'est sans doute là que le récit devient le plus poignant. Parce qu'il ne parle plus seulement d'une immense actrice quittée par la vie, mais d'une mère et d'une fille liées jusqu'au dernier souffle par quelque chose de plus fort que les mots, de plus profond que les hommages, de plus déchirant aussi que tout ce que l'on ose imaginer. Pour mesurer ce qui s'est éteint, il faut maintenant revenir en arrière, remonter le fil bien avant les hommages, bien avant le silence, jusqu'à cette jeune fille née en Normandie dans un univers déjà traversé par l'art. Chez Nathalie Baye, rien ne semblait devoir passer par l'effet ou par le fracas. Très tôt, il y a le mouvement avant les mots, le corps avant la voix, la danse avant le cinéma.
Adolescente, elle part se former à Monaco, puis découvre aussi les États-Unis, avant de revenir en France et d'entrer au cours Simon, puis au conservatoire. Comme si son chemin, dès le départ, refusait les lignes droites et cherchait déjà une forme plus libre, plus vibrante, plus intérieure de présence. Et lorsqu'elle arrive à l'écran, ce n'est pas une apparition tapageuse. C'est autre chose. Une façon d'être là, tout de suite crédible, tout de suite humaine, avec cette intensité calme qui finit par happer le regard. Le grand public commence à vraiment la remarquer dans l'univers de François Truffaut avec La Nuit américaine, puis son visage s'impose dans le cinéma français des années suivantes, au fil de rencontres décisives avec des cinéastes comme Maurice Pialat, Claude Sautet ou Jean-Luc Godard. Chez elle, il n'y a rien de décoratif. Même quand elle joue des femmes en apparence simples, on sent déjà une faille, une force, une inquiétude muette. Elle n'entre pas dans le cinéma comme une étoile fabriquée. Elle y entre comme une vérité que la caméra reconnaît immédiatement. Puis vient le temps où cette présence devient incontournable. Les récompenses ne tombent pas sur elle par hasard. Elles suivent une trajectoire qui se densifie film après film. L'Académie des Césars la distingue pour Sauve qui peut, La Vie, puis pour La Balance, avant de la couronner plus tard pour Le Petit Lieutenant. Entre-temps, son nom s'installe comme celui d'une actrice capable de traverser les registres sans jamais perdre sa justesse. Il y a chez elle une autorité sans dureté, une élégance sans distance, quelque chose qui donne à ses personnages une densité rare. Dans Le Retour de Martin Guerre, dans La Balance, elle confirme qu'elle peut être à la fois profondément populaire et absolument exigeante, proche du public sans jamais simplifier son art. Ce qui frappe ensuite, c'est de sa capacité à ne jamais se laisser enfermer. Nathalie Baye continue d'avancer, de surprendre, de se déplacer d'un territoire à l'autre, du cinéma d'auteur aux œuvres plus largement exposées, sans perdre cette sobriété magnétique qui était sa signature. La Mostra de Venise la récompense pour Une liaison pornographique, preuve éclatante que son jeu, même dans l'intime le plus fragile, pouvait atteindre une intensité presque brûlante. Cannes, de son côté, la retrouve au fil des années, comme actrice dans plusieurs films présentés au festival, mais aussi comme membre du jury, signe d'une place devenue centrale dans le paysage du cinéma français et européen. Et plus tard encore, sa force demeure intacte dans des œuvres comme Juste la fin du monde, où un simple regard de sa part semble contenir tout un passé, toute une famille, toute une blessure. C'est peut-être là, au fond, que se niche le secret de sa biographie. Nathalie Baye n'a jamais eu besoin d'en faire trop pour marquer durablement les esprits. Elle ne jouait pas pour dominer une scène, mais pour l'habiter entièrement. Elle savait faire entendre la fatigue, le désir, la tendresse, la peur, sans casser le mystère. C'est pour cela qu'elle pouvait appartenir à tant de générations de spectateurs, passer du grand cinéma français à des productions plus internationales, tout en restant immédiatement reconnaissable. Non par un effet de style, mais par une manière unique de rendre chaque personnage vivant, presque vulnérable, comme si sous chaque rôle battait toujours quelque chose d'elle discret et inoubliable. Et lorsqu'on quitte les plateaux, les robes de scène et la lumière des festivals, on découvre chez Nathalie Baye une existence privée construite autrement, presque à contre-courant. Sa vie sentimentale ne s'est pas écrite autour d'un mariage installé, figé, officiel, mais autour de quelques grandes histoires d'amour qui ont compté, laissé une trace, puis se sont effacées sans jamais vraiment disparaître du récit de sa vie. Parmi les hommes que les proches et les portraits récents associent le plus souvent à son parcours reviennent Philippe Léotard, Johnny Hallyday, puis Jean-Louis Borloo, comme autant de chapitres très différents d'une même femme restée farouchement libre. Au centre de cette vie intime, il y a surtout un lien qui dépasse tous les autres, celui qui l'unit à sa fille, Laura Smet. Laura est son unique enfant, né de sa relation avec Johnny Hallyday, et cette filiation-là n'a jamais été un simple détail biographique. On la sent au contraire comme une ligne profonde, presque souterraine, qui traverse toute l'histoire de Nathalie Baye. Même après leur séparation, les sources rappellent afin que Nathalie Baye et Johnny Hallyday étaient restés liés par cette présence commune, par cet amour devenu autre chose qu'un couple, mais jamais quelque chose de moindre. Et à mesure que les années passent, c'est bien la figure de Laura qui s'impose comme le cœur le plus intime de sa maison intérieure. La personne avec qui tout semble revenir à l'essentiel.
Puis il y a les lieux, et chez Nathalie Baye, les lieux comptent presque comme des personnages. Paris, d'abord, comme point d'ancrage, comme décor quotidien, comme adresse de travail et de repli. Les sources récentes rappellent qu'elle vivait chez elle à Paris. Et l'on retrouve aussi l'image d'un appartement parisien habité d'œuvres d'art, de chiens, de chats, d'une forme de chaleur discrète, loin de toute ostentation. Mais il y avait aussi un autre souffle, un autre paysage, une autre respiration, la Creuse. Là, dans le hameau d'Hussard à Vallières, elle possédait une maison en pierre qu'elle décrivait comme un véritable paradis sur terre. C'était un refuge, un lieu où l'on venait couper avec le bruit, retrouver les amis, la campagne, les soirées simples, et sans doute aussi une part plus nue d'elle-même, loin du tumulte du cinéma. Et entre ces deux mondes, il y eut encore la parenthèse d'une vie partagée avec Johnny Hallyday dans les Yvelines, à l'Étang-la-Ville. On imagine ce pavillon comme un lieu suspendu entre deux univers qui semblaient faits pour ne jamais se rencontrer. D'un côté, une actrice intérieure, précise, profondément attachée à sa liberté. De l'autre, une idole populaire emportée par le vertige de la scène. Pourtant, ils ont vécu là quelques années, dans une propriété assez retirée pour leur offrir un peu d'air, assez proche de Paris pour ne pas rompre avec leur vie publique. Plus tard, la Creuse restera comme un lieu de ressourcement, tandis que Paris demeurera le centre de gravité, la ville où l'on revient, où l'on travaille, où l'on vieillit aussi. Ainsi se dessine sa vie personnelle, non pas celle d'une femme enfermée dans une image de famille parfaite, mais celle d'une femme qui a aimé, habité plusieurs refuges, traversé plusieurs saisons affectives, et gardé jusqu'au bout cette manière très singulière d'appartenir aux siens, sans jamais cesser de s'appartenir à elle-même. Et pour comprendre cette liberté farouche qu'elle a gardée toute sa vie, il faut revenir bien avant les amours, bien avant les rôles, à cette enfance qui n'avait rien d'un cocon tranquille. Nathalie Baye naît en Normandie, mais grandit surtout dans le Paris de Montparnasse, au milieu de deux parents peintres, bohèmes, libertaires, profondément artistes, mais aussi profondément fragiles. Dans ses propres mots, elle dira plus tard qu'elle avait été élevée dans une forme de vide, comme si, à la maison, tout était à la fois vivant, libre, intense et instable. Il y avait du rire, oui, une vraie fantaisie parfois, mais sous cette apparente légèreté circulait autre chose. Une tension plus sourde, plus difficile à nommer quand on est enfant et qu'on ne possède pas encore les mots pour expliquer ce qui vacille autour de soi. Ce qui la marque très tôt, ce n'est pas seulement l'originalité de ce foyer hors norme, c'est le sentiment de ne ressembler à personne. Quand elle va chez d'autres enfants, elle découvre des rythmes réguliers, des repas plus simples, des départs au travail à heure fixe, une normalité presque rassurante. Chez elle, rien n'obéit vraiment à ces lignes-là. Son père travaille selon la lumière. La maison vit selon des élans, des humeurs, des secousses intérieures. Pour les autres, cela pouvait paraître romanesque. Pour une petite fille, c'était surtout déroutant. Elle a raconté plus tard qu'au milieu de cette liberté incroyable, elle cherchait en secret quelque chose de plus stable, de plus calme, de plus prévisible. Comme si, très jeune déjà, elle avait dû apprendre à se construire dans un décor sans véritable mode d'emploi. Et puis il y a la blessure la plus discrète, celle qui ne laisse pas de traces visibles, mais qui accompagne longtemps. Nathalie Baye a confié n'avoir presque jamais reçu de compliments de ses parents. Son père, bien plus tard, lui en fera un seul, et elle dira que ce mot avait plus de poids à ses yeux que bien des récompenses. Sa mère, elle, restera plus dure, plus inaccessible, jusqu'à prononcer des paroles qui l'ont marqué profondément. Derrière la réussite publique, derrière la reconnaissance, il y a donc cet enfant qui grandit sans vraie validation, sans cette chaleur simple qui rassure, qui confirme, qui ancre. Ce manque-là ne fait pas de bruit sur le moment. Il se dépose. Il travaille en silence. Et l'on comprend mieux alors pourquoi tant de spectateurs ont toujours perçu chez elle quelque chose de retenu, de pudique, comme si la lumière qu'elle donnait à l'écran venait aussi d'un endroit longtemps resté dans l'ombre. À cette absence de tendresse exprimée s'ajoutent les disputes. Non pas quelques scènes isolées, mais un climat. Nathalie Baye a raconté avoir vécu son enfance, et surtout son adolescence, au milieu des conflits entre ses parents. Ils partageaient une grande entente artistique et intellectuelle, mais le couple, lui, se brisait sous ses yeux.
alors elle se fait discrète. Elle ne provoque pas, elle ne réclame pas. Elle dit elle-même qu'elle n'a pas fait de crise d'adolescence parce qu'il y avait déjà trop de drames dans la maison. Cette phrase est bouleversante, parce qu'elle montre une enfant qui apprend très tôt à contenir ce qu'elle ressent, pour ne pas ajouter du désordre au désordre. Elle n'a rien montré, disait-elle, mais elle en a beaucoup souffert. Et soudain, l'élégance de la femme adulte, sa maîtrise, sa façon de ne jamais trop se livrer, semble venir de là aussi. D'une enfance où il fallait tenir sans encombrer davantage le chagrin des autres. Ce qui reste aujourd'hui, au-delà des rôles, au-delà des images, c'est le souvenir d'une femme profondément humaine, digne, lumineuse et traversée par des épreuves qu'elle a affrontées sans jamais chercher à se plaindre. Nathalie Baye ne laisse pas seulement derrière elle une grande carrière. Elle laisse une émotion vraie, une trace intime, presque silencieuse dans le cœur de ceux qui l'ont admirée et aimée. Alors, au lieu de regarder son histoire comme une simple actualité, prenons le temps de la regarder avec tendresse, avec respect, avec compassion. Derrière la grande actrice, il y avait une femme, une mère, une âme sensible, qui a beaucoup donné sans toujours tout montrer. Si ce récit vous a touché, laissez-lui un mot d'amour en commentaire. Partagez cette vidéo pour que son souvenir continue de vivre avec douceur et dignité. Et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à faire vivre, ensemble, ces histoires humaines qui méritent d'être racontées avec cœur.